Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Alma Mater Europa, le podcast de l'Université franco-allemande. Je m'appelle Cécile Boutelet et je vous accompagne dans ce podcast consacré aux parcours universitaires européens. Aujourd'hui, je reçois une invitée exceptionnelle. Elle n'est ni allemande, ni française, ni même européenne. Nada Essaoui est née et a grandi au Caire, en Égypte. Elle a choisi l'Europe pour faire ses études de pharmacie. Elle n'avait au départ que quelques notions de français et aucune connaissance en allemand. Et malgré tout, elle a fait une thèse en co-tutelle entre l'Université de la Sorbonne et la Freie Universität de Berlin avec le soutien de l'Université franco-allemande. Écoutez ce parcours international très impressionnant. Nada n'a pas froid aux yeux, elle le raconte dans un français quasi parfait. Nous l'avons jointe au Caire où elle travaille à distance pour l'Organisation mondiale de la santé animale. Bonjour Nada, merci d'être avec nous aujourd'hui dans Alma Mater Europa. Bonjour Cécile. Nada, c'est une première pour nous. Jamais nous n'avons reçu dans ce podcast d'invités non européens, non européennes. Raconte-nous comment tu as, depuis l'Égypte, décidé de partir en Europe et de faire finalement une thèse franco-allemande. Moi, je suis née au Caire et j'ai fait mes études en pharmacie, en Égypte et je pense, le premier contact, avec l'Allemagne a commencé au moment où je devais choisir, en fait, mon université et j'avais de très bonnes notes et je pouvais choisir n'importe quelle université, en Égypte, mais j'ai choisi l'université allemande, au Caire. Et c'était parce que j'étais très intéressée par le système, d'éducation, allemand et aussi parce que j'ai su, que je pouvais avoir des collaborations, des écoles d'été, faire des semestres ou des cours, dans des universités allemandes pendant mon parcours, au sein de mon université en Égypte, au Caire et c'est pourquoi j'ai choisi, cette université en particulier. Et en plus parce que j'adore les langues, j'adore apprendre des langues, étrangères et je savais moi j'avais eu aucune notion d'allemand avant de joindre, cette université. Du coup, c'était une opportunité pour moi aussi d'apprendre, l'allemand. J'avais une base en français, mais c'était la deuxième langue étrangère. Je parlais, plutôt anglais, mais j'avais une base en français. Mais je pouvais pas dire que je parlais vraiment couramment français. Bah écoute, en tout cas, bravo pour ton français, pour ton niveau, vraiment impressionnant. Tu m'as dit que ton premier séjour en Allemagne était un cours d'été à Heidelberg, prestigieuse université dans la région du Bade-Wurtemberg. On dit souvent que partir à l'étranger, c'est une expérience qui fait grandir, qui remet en question les perspectives. Toi, venant d'Égypte, est-ce que tu as vécu aussi de cette façon ce premier séjour en Allemagne? Ah, c'est clairement et je suis, 100 d'accord et je pense moi, je l'ai dit souvent à tout mon entourage, il faut le faire. C'est une expérience que peut-être pas besoin de vivre, pendant plusieurs années à l'étranger, mais il faut avoir au moins cette expérience. Ça change complètement l'esprit. Je pense que c'est vraiment très important pour n'importe quelle personne et je pense aussi pour les femmes, les jeunes femmes, c'est très important parce que ça leur permet vraiment d'élargir, en fait, leur façon de faire, les choses, leur façon de réfléchir. Qu'est-ce qu'elles comment elles voient leur futur? Parce que peut-être, voilà, dans leur école, dans leur, lycée, université, entourage, il y a juste, voilà, un chemin particulier, tu fais ces études, il faut faire, ce boulot, et puis voilà, avoir une famille ou faire des enfants, hein, c'est un parcours, un schéma hyper défini. Mais quand on voit, voilà, que les différentes manières de faire les choses, les cultures différentes, les personnes différentes, on apprend beaucoup de choses. Alors, on l'a dit, tu as décidé de faire une thèse en co-tutelle franco-allemande, alors que tu n'es ni française ni allemande. Pourquoi ce choix? Est-ce que c'était particulièrement difficile? Qu'est-ce que ça t'a apporté en plus d'avoir cette double thèse, ce double doctorat? En fait, je pense que c'était vraiment un choix hyper intéressant parce que, à l'époque, moi, j'avais cette offre, le MIUGRAD, l'école, doctorale que j'avais fait. Et
une autre offre d'université américaine. Et moi, j'avais choisi cette offre en particulier pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'était les langues que, ça va me donner l'opportunité de peut-être progresser dans mon français et mon allemand et j'avais déjà une base dans les 2 langues et je trouvais que c'était hyper important, presque, de même importance que la thèse et je pense que c'était hyper intéressant après quand j'ai postulé pour des postes, le fait d'avoir vécu dans les 2 pays, que j'étais intégrée dans 2 systèmes, différents. Ça montre en fait la flexibilité de la personne qu'elle a parce que c'est une des choses que, dans le l'employeur après, il veut, s'assurer que voilà son personnel, elle va pouvoir, heu, interagir avec des nationalités différentes, les gens qui viennent de cultures différentes. C'est très important pour l'employeur après. Mmh. Oui, en effet, tu as accumulé des expériences dans 3 pays pendant tes études, donc le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France et maintenant tu es retourné vivre au Caire. Tu travailles, à distance. Qu'est-ce qui peut-être t'a manqué ou qu'est-ce que nous, Européens, nous pouvons apprendre de l'Égypte, de l'Afrique, du Moyen-Orient en général? En Égypte, je pense que j'ai apprécié au départ après avoir, vécu dans ces pays le météo. Je pense que c'est quelque chose que j'avais manqué Bah oui, de ne bien pas sûr. avoir besoin de regarder, si elle fera beau ou pas, le lendemain et aussi le fait qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de ciel et c'est peut-être quelque chose qui est commun dans plusieurs pays en Afrique parce que la population, elle est jeune. Du coup, il y a tellement de créativité, il y a pas parce qu'en Europe, le système, il est déjà défini, mais en Égypte, en général, je pense en Afrique, c'est pas encore tout défini. Du coup, on sent qu'il y a moyen de faire quelque chose, il y a moyen de changer les choses, d'avoir une valeur ajoutée et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup parce que j'ai fait tout ça, en fait. J'ai pas juste fait des diplômes pour avoir des diplômes ou je voulais faire, heu quelque chose, je voulais avoir une valeur ajoutée, en Égypte ou voilà, dans les pays, en développement. C'est souvent une question qu'on entend chez les étudiants. Qu'est-ce qu'on fait après une thèse? À quoi ça sert de passer 3 ans sur un sujet? Comment toi, tu répondrais à cette question? Après la thèse et c'est quelque chose hyper important pour, le doctorant ou le docteur, je pense qu'il y a une confusion sur la valeur ajoutée d'avoir un doctorat. Le doctorat, c'est pas la thèse, c'est pas le sujet de thèse. Le doctorat, c'est une formation en fait. Là, en sortant, on aura appris certaines compétences. C'est comment réfléchir de façon scientifique, comment gérer plusieurs tâches en parallèle, comment présenter nos résultats. C'est-à-dire, en fait, présenter les résultats, on essaye de convaincre en quelque sorte la personne en face avec nos résultats. C'est-à-dire que c'est une forme de négociation, en fait. Du coup, il y a beaucoup de compétences qu'on apprend et c'est ça, en fait, le cœur du programme de formation. Du coup, il faut le voir comme ça. Et en sortant de doctorat, si on ne veut pas continuer dans la recherche, ça ne veut pas dire on a juste perdu ces 3 ou 4 ans. Non, on a acquis certaines compétences, beaucoup de compétences, ce qu'ils appellent soft skills, beaucoup et c'est très important dans la vie professionnelle et à chaque personne de voir comment elle veut utiliser ses compétences. Pour moi, je voyais que moi, j'ai beaucoup apprécié ce côté de gestion de projet pendant la co-tutelle. J'ai beaucoup apprécié le fait que j'avais fait 2 sujets complètement différents. J'avais fait, biologie, cellulaire et biologie structurale. C'est quelque chose qu'on ne peut pas le faire dans le même thèse, soit biologie cellulaire, soit biologie structurale. Mais j'avais fait les 2 et moi je voyais que je jouais le rôle d'intermédiaire et j'expliquais la biologie cellulaire aux structuralistes et l'inverse et c'est quelque chose que j'appréciais beaucoup et je voyais que, OK, du coup, je pouvais parler avec des personnes de background différents avec leur langue à eux. J'ai dit: «OK, moi ce que je veux faire, c'est gestion de projet, en fait». Et dans quel secteur? Je voulais toujours rester dans le milieu un peu scientifique. Du coup, j'ai choisi la santé publique parce que encore une fois, vu que je voulais avoir, une valeur ajoutée ou voir le changement, dans les vies des autres, j'ai choisi la santé publique parce que on voit avec les projets de santé publique les résultats plus rapidement que dans la recherche.
Mmh. Et donc c'est là que tu as commencé, à travailler, donc en France au départ, si j'ai bien compris? J'ai postulé à l'Institut Pasteur à Paris, au sein de la direction internationale où j'ai géré des projets, de santé publique, du coup, renforcement de capacité des laboratoires en Asie et en Afrique et c'était la première expérience. J'ai passé 3 ans et c'était une expérience, hyper enrichissante et là, je voulais, aller dans un autre côté et c'est gestion de subventions et mobilisation des ressources. Et là, j'ai postulé à l'Organisation mondiale de la santé animale. C'est un peu, l'équivalent de l'Organisation mondiale de santé, mais c'est pour la santé animale. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire qu'on juste, gère les animaux de compagnie. C'est en fait, c'est le travail, et sur tous les aspects en lien avec la santé animale et la santé animale, en fait, la santé humaine dépend presque complètement sur la santé animale. On a vu ce qui s'est passé avec le covid et d'autres, épidémies et aussi pour la sécurité alimentaire, pour les commerces internationaux. Voilà, du coup, on travaille sur tous les aspects, en lien avec les animaux, les diagnostics, les vaccins, leur transport, les négociations, de commerce entre les différents pays et tout ça. Et moi, où je travaille, c'est le département de partenariat et mobilisation de ressources. Du coup, on gère nos partenaires qui financent les activités de renforcement de capacité parce que voilà, l'organisation met des standards pour le bien-être des animaux et tout ça, mais tous les pays ne peuvent pas mettre ces standards en place. Ils n'ont pas la capacité. Du coup, ce qu'on fait, c'est on propose des activités pour renforcer les capacités des différents laboratoires dans ces pays afin qu'ils puissent mettre en place nos standards. Oui, ça semble effectivement un travail essentiel, du point de vue de la santé publique. Merci beaucoup Nada pour ce récit passionnant de ton parcours si brillant. Merci pour ton temps et cette conversation. Merci beaucoup Cécile. J'espère que ça va aider, d'autres, futurs, doctorants. Mais j'en doute pas, c'est absolument sûr. Merci beaucoup. Chers auditeurs, merci beaucoup de nous avoir suivis dans cet épisode. Vous pourrez retrouver toute la série sur les parcours de thèse sur la chaîne YouTube de l'Université franco-allemande ainsi que sur les plateformes de podcast. Surtout, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles et de laisser un commentaire. Cela nous aide pour le référencement. À bientôt pour un nouvel épisode. Bis bald.